Cette femme ne fait qu'une seule chose chaque jour, elle vient dans les wagons des pauvres pour choisir leurs enfants. Tous ceux qui, après avoir été mesurés, correspondent aux critères sont emmenés de force par elle. Ne supportant pas de voir son 13e enfant subir le même sort, l'homme saisit une chaussure et la lança avec colère contre la femme. Il ignorait que, dans ce train, offenser les riches équivalait à une condamnation à mort. Ainsi, il allait subir le châtiment le plus cruel qui soit ici. On vit alors un garde du corps, avec habileté, découper les vêtements de l'homme, puis enduire son bras d'un agent réfrigérant. Il ne savait absolument pas ce qu'il comptait lui faire. Ensuite, ils réglèrent un compte à rebours de 7 minutes sur un réveil et l'accrochèrent négligemment à son cou. Après avoir terminé, le garde ouvrit la fenêtre du train et, sans la moindre hésitation, força son bras à passer à l'extérieur. Aussitôt, les hurlements déchirants de l'homme retentirent. Mais peu après, ces cris cessèrent brusquement, car à l'extérieur du train, la température était tombée à un terrifiant -70 degrés, et son bras perdit lentement toute sensation sans même qu'il ne s'en rende compte. Profitant de ce moment, l'administratrice à côté commença à faire la leçon aux autres passagers pauvres. Elle leur déclara que le statut des riches était sacré et inviolable, et que quiconque oserait le défier finirait comme cet homme. Les 7 minutes passèrent rapidement. Le garde, impassible, retira le bras de l'homme, il était entièrement gelé. Ensuite, sous les yeux des pauvres, il brandit le marteau qu'il tenait à la main et l'abattit sans la moindre hésitation. Un bruit de fracture retentit, et l'homme s'effondra au sol en poussant des cris de douleur. Ses compagnons, en contrebas, ne purent que regarder, impuissants. Dans ce train, les riches sont des dieux. Ils vivent dans les wagons de tête, où se trouve un aquarium, un cybercafé, et même un verger. La nourriture qu'ils consomment provient de diverses espèces de bétail. À l'inverse, les pauvres, entassés à l'arrière, n'ont presque aucun espace vital, des familles entières se serrent sur une couchette de moins de 3 mètres carrés. Ils vivent entourés de cafards, et doivent sans cesse subir l'asservissement des riches, au moindre manque de respect, ils reçoivent coups et brutalité. Leur nourriture se résume à une pâte protéinée noire, dont nul ne sait de quoi elle est faite. Mais ce jour-là, Jeff découvrit par hasard une balle dissimulée à l'intérieur. Dans la balle se trouvait un morceau de papier portant un nom, celui d'un expert en serrure. Il était capable d'ouvrir toutes les portes verrouillées de ce train. En réalité, les pauvres complotaient une rébellion depuis longtemps. Nous vivons tous dans l'apocalypse, alors pourquoi seraient-ils appelés les supérieurs, et nous condamnés à rester des inférieurs? Ce train roule sans interruption depuis 17 ans, car son cœur est une machine à mouvement perpétuel. S'ils parviennent à s'emparer de cette machine et à éliminer le dirigeant suprême, les pauvres pourront prendre le contrôle du train entier. Jeff décida d'agir immédiatement. Mais le vieil homme pensait que l'ennemi était armé, et que cela reviendrait à aller droit à la mort. No, I think the guns are literally useless. You're wrong. We could be finished before we even start. Jeff choisit pourtant de tenter le tout pour le tout. La première étape du plan consistait à libérer l'expert en serrure. Il était détenu dans le wagon prison. Pour y accéder, il fallait franchir 4 portes verrouillées et neutraliser tous les gardes. Très vite, l'émeute éclata. I've had enough of this protein block bullshit! Yeah, this is bullshit! We're fucking hungry now! Chicken! Les gardes brandirent leurs armes pour menacer la foule, mais à la seconde suivante, Jeff se précipita, plaqua le canon contre son propre front et appuya sans hésiter sur la détente. Il avait misé juste, l'arme du garde ne contenait effectivement aucune balle. Voyant cela, ses compagnons saisirent les lourds tuyaux d'acier dissimulés à leurs pieds, percèrent les lignes de défense et atteignirent directement le 3e wagon, où un colosse barra leur route. Face à sa carrure imposante, personne n'osait avancer. À ce moment-là, un homme fit un pas en avant, grâce à son agilité, il neutralisa le géant en quelques mouvements et s'empara de la clé. Contre toute attente, la soi-disant prison ressemblait à des boîtes alignées comme dans une morgue, l'espace du train étant limité. L'expert en serrure était un Coréen, et aussi un toxicomane. Tous les systèmes de sécurité du train avaient été conçus par lui, s'il parvenait à le rallier à leur cause, la rébellion deviendrait irrésistible. Voyant qu'il ne réagissait pas, Jeff pensa d'abord qu'il était sourd. Mais l'instant d'après, l'homme désigna un traducteur, c'était simplement un problème de langue. Sous l'attrait de la drogue, le Coréen accepta de rejoindre la rébellion, à condition que sa fille vienne avec lui. Elle possédait une capacité particulière, elle pouvait percevoir la présence de personnes dans les wagons. Fidèle à sa réputation, l'expert ouvrit la porte après avoir simplement humé une pilule. À l'intérieur, aucun garde. À cet instant, un rayon de soleil pénétra soudainement, et tous fermèrent les yeux. Après tant de temps passé dans l'obscurité du wagon de queue, ils n'étaient plus habitués à la lumière. En regardant dehors, ils constatèrent que le monde restait une étendue glaciale, comme au lendemain de la catastrophe, sans la moindre trace de vie. Ils arrivèrent bientôt au wagon suivant, celui où l'on produisait la nourriture. Jeff s'était toujours demandé de quoi était faite la pâte protéinée, il grimpa pour regarder. La seconde suivante, une sueur froide lui parcourut le dos, en dessous grouillaient d'innombrables cafards. Voilà donc la vérité sur cette pâte qu'il consommait depuis plus de 10 ans, tandis que les riches festoyaient de viande et de poisson. Plus il y pensait, plus la colère montait, il demanda aussitôt au Coréen d'ouvrir le wagon suivant. Mais la jeune fille sembla percevoir quelque chose et tenta d'arrêter son père en criant. Il était déjà trop tard, la porte s'ouvrit. À l'intérieur se tenaient des gardes alignés, chacun armé d'une hache, impatients de savourer un massacre. Les rebelles ne comprenaient pas pourquoi ces hommes avaient les yeux bandés, comment pouvaient-ils voir ainsi, ils découvrirent rapidement leur erreur. À l'instant suivant, les gardes enfilèrent des lunettes de vision nocturne. Les lumières du wagon furent éteintes une à une, et le train entra dans un tunnel. Un massacre à sens unique commença. Privés de vision nocturne, les rebelles étaient totalement dépassés. En voyant cela,
là, l'administratrice esquissa un sourire satisfait. Comprenant qu'ils allaient être anéantis, Jeff demanda à un garçon d'allumer une torche. Grâce à cette flamme transmise de main en main, la visibilité revint. Les rebelles, revigorés, brandirent les torchets et repoussèrent les gardes. Cependant, des renforts allaient bientôt arriver. Seule la capture de l'administratrice pouvait les sauver. Jeff se précipita et la maîtrisa. Ce duel sanglant prit enfin fin. Les pertes furent lourdes des deux côtés, surtout parmi les rebelles. Pour éviter d'autres sacrifices inutiles, Jeff décida de n'emmener que quelques hommes rencontrer le dirigeant suprême. Avec l'administratrice en otage, tout devrait se passer sans encombre. Avant de partir, ils dessinèrent une fresque afin de laisser aux générations futures le témoignage de cet instant historique. Lorsque la porte du wagon s'ouvrit lentement, la scène qui apparut stupéfia tout le monde. Ils n'auraient jamais imaginé qu'on puisse cultiver des fruits à bord du train. Comparé au wagon des pauvres, c'était le jour et la nuit. Sur ordre de l'administratrice, personne n'osa intervenir. Le wagon suivant était un parc océanique, rempli de poissons de toutes sortes. Ces poissons servaient autant à l'ornement qu'à l'alimentation des classes supérieures, leur garantissant des sashimi savoureux même en pleine apocalypse. Chaque banc de poissons était strictement contrôlé afin de maintenir l'équilibre de l'écosystème et d'assurer une source de nourriture durable. En goûtant au sushi et au sashimi, ils comprirent enfin que manger pouvait être un véritable plaisir. L'administratrice voulut en prendre une bouchée, mais Jeff l'en empêcha d'une gifle. You eat this. You know what that's made of? Un homme attend le métro lorsqu'il remarque quelque chose d'étrange. Au bout du tunnel, un grondement terrifiant retentit, et le son se rapproche de plus en plus. Même les objets au sol commencent à flotter. L'homme regarde la scène, incrédule, et comprend qu'un événement majeur est en train de se produire. Il se retourne aussitôt pour s'enfuir, mais avant même d'avoir fait quelques pas, les passants autour de lui perdent soudain toute raison. Tous deviennent comme fous et se jettent sur les rails. Face au train qui arrive à toute vitesse, leur visage reste totalement impassible. Jeff est repoussé par la foule, mais parvient de justesse à garder l'équilibre. Ayant échappé de peu à la mort, il reprend ses esprits et se met à courir vers l'école. À présent, l'essentiel est de récupérer sa fille. Mais le monde extérieur semble déjà sombrer dans le chaos. Lorsqu'il pousse la porte, l'intérieur est sens dessus-dessous. Dans un coin, des enfants se cachent, recroquevillés. C'est là qu'il retrouve enfin sa fille. Jeff enveloppe sa fille dans ses vêtements, refusant qu'elle voie l'horreur qui les entoure. Après bien des efforts, il retrouve enfin sa femme. Alors que tous les trois s'apprêtent à fuir ensemble. Un mois plus tard, après la catastrophe, la ville est totalement dévastée. Toute trace de son ancienne prospérité a disparu. C'est une cité envahie par des créatures extraterrestres. Ici, il suffit d'ouvrir les yeux pour que ces êtres prennent le contrôle de votre cerveau et vous poussent à vous ôter la vie. Il ne reste plus qu'une poignée de survivants, contraints de vivre dans l'obscurité. Mais la pénurie de nourriture les oblige parfois à se bander les yeux et à prendre des risques pour chercher des provisions. Jeff et sa fille font partie de ces survivants. Ce jour-là, alors qu'ils sortent les yeux bandés, ils entendent un bruit étrange passer près d'eux. Jeff demande à sa fille de se cacher et avance seul, tentant de saluer prudemment. En entendant sa voix, les inconnus deviennent nerveux. Jeff prétend être gravement blessé et avoir perdu le chemin de son refuge. Malgré cela, il secoue la tête et refuse de l'aider. Dans ce monde apocalyptique, personne ne veut d'un fardeau supplémentaire. Alors qu'il s'apprête à partir, Jeff affirme qu'il sait où se trouve un générateur. À ce mot, ils hésitent aussitôt. Un générateur est extrêmement rare et peut considérablement améliorer la vie dans l'obscurité. Mais avant même qu'ils ne prennent une décision, une bouffée d'air glacial surgit derrière eux. Il est évident qu'une créature dangereuse approche. Ils se décident immédiatement et appellent Jeff à les suivre sans tarder. En suivant une corde bien précise, ils arrivent finalement dans un lieu dissimulé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils osent retirer leur bandeau. L'endroit est vaste et dispose même d'un médecin pour soigner les blessés. Les survivants partagent généreusement leur nourriture avec Jeff. Un homme sans yeux explique alors à Jeff de ne pas leur en vouloir pour leur prudence. Car dehors, il existe quelque chose de bien plus terrifiant. Des humains capables de résister aux extraterrestres. Ils n'ont pas peur de les voir et aident même ces créatures à contrôler les autres humains. En entendant cela, Jeff ne peut s'empêcher de soupirer. Après le dîner, tout le monde se réfugie dans un car pour dormir. Mais Jeff, lui, sort discrètement. Profitant de l'absence de surveillance, il s'empare des clés. À l'aube, une femme remarque soudain Jeff à l'avant du car, essayant frénétiquement les clés. Après plusieurs tentatives, il parvient à démarrer le véhicule. Malgré les supplications et les tentatives pour l'arrêter, il fonce droit vers l'extérieur. Car une fois dehors, ils seront inévitablement exposés aux créatures extraterrestres. Lorsque tout s'arrête enfin, les survivants sortent du car en rampant. Derrière Jeff se tient un homme, mais Jeff l'ignore totalement, les yeux fixés droit devant lui. Les objets autour d'eux commencent à flotter. Les extraterrestres envahissent aussitôt l'esprit de l'homme. Peu après, il saisit un morceau de verre. Alors qu'il met fin à ses jours, une lumière apparaît dans le champ de vision de Jeff. Lui, en revanche, ne subit aucun effet. Derrière lui, une femme n'ose pas ouvrir les yeux et avance à tâtons. Mais Jeff reste parfaitement calme et lui force les paupières à s'ouvrir. Ses yeux se transforment, son esprit se dérègle. Elle entend un appel venu du plus profond d'elle-même et marche droit vers les pneus.
Elle s'effondre rapidement au sol. Puis un autre homme perd à son tour le contrôle et s'approche du carburant qui s'écoule, sortant un briquet de sa poche. Peu après, personne ne survit. Tous sont morts. Tous, sauf Jeff, qui esquisse un sourire. C'est alors que sa fille apparaît. Elle lui dit qu'il ne faudra pas longtemps avant que la famille soit de nouveau réunie. En réalité, la fille de Jeff est morte depuis longtemps. Peu auparavant, ils avaient été capturés par un groupe. Ces derniers ont forcé la fillette à ouvrir les yeux. Dès qu'elle l'a fait, elle a perdu la raison et s'est dirigée droit vers un immeuble lointain. Jeff s'est effondré au bord du toit, anéanti par la douleur, alors qu'il s'apprêtait à tout faire exploser avec eux. Une force mystérieuse a envahi son esprit. Sa fille est alors apparue dans sa conscience. Elle lui a dit que tant que suffisamment de personnes ouvriraient les yeux, la famille pourrait très bientôt se retrouver.